Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La répression des manifestants anti-putsch au Soudan depuis le coup d'État du 25 octobre 2021. Au moins 85 personnes ont été tuées. Des données fournies par Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. La hausse du taux de l'inflation au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. D'après la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il est passé de 6% en décembre 2021 à 6,5% en janvier 2022. Et puis focus sur le football féminin au Bénin. Alors que la sélection masculine se démarque, les écureuils dames appellent le gouvernement à mettre en place des mesures fortes pour favoriser leur essor. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les dates du prochain sommet de la Ligue arabe sont enfin connues. Il se tiendra à Alger les 1er et 2 novembre 2022. Une information divulguée par le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. Cette décision découle de la 150e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel. Réunis au Caire en Égypte, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue ont ainsi accepté la proposition formulée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, un choix loin d'être anodin. Le sommet coïncide en effet avec la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. L'actualité, c'est aussi la libération prochaine de 6 militaires en Guinée, une mesure accordée le 8 mars par le procureur militaire. Impliqués dans le coup d'État orchestré le 5 septembre 2021, ces soldats étaient notamment accusés de vol. Ils ont été placés à la maison centrale de Conakry et ce depuis le 2 novembre dernier. Parmi les militaires qui vont bénéficier de cette liberté, le commandant Ali Camara de l'unité des forces spéciales notamment, ou encore le capitaine Souleymane Bangoura. Au moins 85, c'est le nombre de personnes qui ont perdu la vie au Soudan lors des manifestations contre le coup d'État du 25 octobre 2021. Des chiffres divulgués ce 7 mars par Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a par ailleurs dénoncé l'usage répété d'une force excessive par les forces de sécurité. Un sujet de la rédaction. Kit de premiers secours et médicaments en main, Abir Derar est prête à affronter la colère de la rue. À chaque manifestation contre le régime militaire au Soudan, ce médecin vient en aide aux protestataires. Car ces mobilisations ne sont pas sans risque. Les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Certaines sources évoquent également des tirs à balles réelles. En tant que médecin, j'apporte des soins aux manifestants blessés, mais dans des conditions très difficiles, mais cela ne m'empêche pas de les aider. Depuis le coup de force orchestré par les militaires le 25 octobre 2021, les Soudanais investissent régulièrement les rues de la capitale Khartoum pour exiger le retour à un gouvernement civil. Mais ces manifestations sont synonymes de répression et d'arrestation arbitraire. D'après des chiffres divulgués par Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 85 personnes ont été tuées depuis le coup d'État. Au 3 mars, des sources médicales crédibles rapportent que 85 personnes, dont une femme et 11 enfants, ont été tuées en raison d'un recours disproportionné à la force par les forces de sécurité lors de manifestations. Ce qui est extrêmement préoccupant, c'est que depuis le coup d'État, les forces de sécurité soudanaises, y compris le service général de renseignement, se sont vues accorder des pouvoirs d'application de la loi et une immunité temporaire contre les poursuites. Pour tenter d'apaiser les tensions, les autorités soudanaises avaient libéré une centaine de manifestants. Une libération qui coïncidait avec la visite de Adama Dieng, l'expert de l'ONU sur les droits de l'homme au Soudan. L'inflation ne cesse de grimper au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon les données fournies par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ce taux était de 6,5% en janvier 2022 contre 6% en décembre 2021. Comment expliquer cette augmentation des prix? Élément de réponse avec Samantha Sabirou Saboubanga.
Le taux d'inflation a bondi à 6,5% en janvier 2022 dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, contre 6% en décembre 2021. C'est ce qui ressort de la note de la BCEAO dans son dernier bulletin des statistiques. Selon la note, la majorité des pays fait face à une augmentation des prix. Cette accélération de la progression des prix à la consommation est essentiellement dérivée des produits alimentaires. Alors, il faut dire que la hausse généralisée du niveau des prix qu'on observe dans les pays africains et des pays de l'UEMOA également est due au fait que d'abord, il y a un choc dû à la crise de Covid qui a fait qu'au niveau international, le prix d'un certain nombre de produits ont augmenté. Il y a aussi l'augmentation du prix de l'énergie qui a fait qu'in fine, il y a eu une augmentation générale du niveau de prix. La production céréalière de l'Union a significativement baissé au cours de la campagne 2021-2022, ce qui pousse les prix à la hausse. Une baisse imputable à une exacerbation des difficultés d'approvisionnement des marchés en ligne avec la persistance des incidents des crises sanitaires, sécuritaires, couplées à la détérioration du climat sociopolitique dans certains États membres. Il faut donc que les pays africains et les pays de la sous-région, notamment, aient un regard plus critique sur leur politique agricole adoptée jusqu'ici, qui ne vise pas une indépendance totale vis-à-vis des aléas climatiques, ce qui pouvait en réalité conduire vers une sécurité alimentaire dans la sous-région et une dépendance moins forte vis-à-vis des produits venant du reste du monde. Donc, à mon avis, il est question que nos pays puissent véritablement réorienter leur politique agricole et politique commerciale dans le souci de créer plus d'espace de production et donc de consommation et donc moins de dépendance vis-à-vis des pays tiers. Dans le but de protéger le pouvoir d'achat, plusieurs États ont adopté des mesures allant de l'instauration des prix plafonds à la suspension des taxes à l'importation ou douanières, en passant par la baisse de la TVA et le renforcement des contrôles des tarifs réglementés. Après l'Afrique du Sud, le Kenya est lui aussi en quête d'indépendance vaccinale pour faire face au coronavirus. Le pays d'Afrique de l'Est va abriter la première usine africaine de vaccins de Moderna. L'entreprise américaine de biotechnologie compte à ce propos y investir jusqu'à 500 millions de dollars. Les précisions de Joël Ballot. Implacable, la pandémie de coronavirus est déjà à l'origine de plus de 250 000 décès en Afrique. Au vu de l'accès inéquitable des vaccins, la société Moderna annonce l'investissement de 500 millions de dollars au Kenya pour la construction d'une usine de vaccins. Cette usine va accélérer la production des vaccins à ARN messager pour l'ensemble du continent africain qui manque encore largement de doses pour lutter contre la Covid-19. L'investissement de Moderna au Kenya aidera à avancer vers un accès mondial équitable aux vaccins et est emblématique des développements structurels qui permettront à l'Afrique de devenir un moteur de la croissance soutenable mondiale. À ce jour, seulement 12,7% de la population africaine est complètement vaccinée contre la Covid-19. Aussi, pour la société Moderna, la mise en place de cette usine viendra accélérer la distribution des vaccins en Afrique dès 2023. Elle va réduire considérablement la dépendance africaine vers l'extérieur pour atteindre un niveau d'immunité important de 70%, objectif du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Nous sommes très heureux de savoir que l'Égypte produit actuellement environ 3,5 millions de doses de vaccins. Le roi du Maroc a également lancé une grande unité de fabrication de vaccins qui ne produira pas que des vaccins Covid-19, mais aussi d'autres vaccins. Le Sénégal s'est aussi engagé dans le processus de fabrication non seulement de vaccins Covid-19, mais aussi d'autres vaccins et de nombreux autres pays comme l'Afrique du Sud produisent déjà le vaccin Johnson & Johnson. La pandémie a mis en lumière l'immense dépendance de l'Afrique aux vaccins importés, ce qui justifie que seul 1% des vaccins utilisés en Afrique sont produits sur le continent. Aujourd'hui, grâce à ces différentes initiatives, l'Afrique est sur la bonne voie de l'autosuffisance. Nous nous envolons à présent pour la Côte d'Ivoire qui organise actuellement la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Un événement placé cette année sous le thème « Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus ». Nous retrouvons sur place notre correspondant Bijou Nomegno qui est allé à la rencontre des festivaliers.
Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue dans cette rubrique consacrée au festivalier du jour. Quel festival? Il s'agit du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et je suis en présence de la festivalière du jour, Madame Judith Yapi, qui va nous présenter les produits qu'elle expose au marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Merci pour l'occasion que vous nous donnez. Je suis Judith Yapi de la structure Yapi Business. Yapi Business est une structure spécialisée dans la vente des produits locaux, naturels, à savoir, nous avons les produits cosmétiques, le beurre de cacao, l'huile de coco, le beurre de karité. Nous avons plusieurs produits. Cosmétiques et agroalimentaires. Agroalimentaire. Alors, pourquoi des produits 100% Côte d'Ivoire, selon vous? Des produits 100% Côte d'Ivoire pour valoriser ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Très bien, très bien. Et les clients qui viennent vous commander des choses, est-ce que la plupart sont des Ivoiriens ou bien d'autres nationalités aussi viennent? Si, la majorité sont des Ivoiriens, mais nous avons des clients de l'extérieur, à savoir des clients au Congo, en France, au Cameroun, un peu partout dans la sous-région, comme à l'international. Et quel message tu souhaiterais passer aux Ivoiriens pour la consommation des produits 100% ivoiriens? Comme message, je veux dire qu'on doit consommer tout ce qui est naturel parce qu'il y va de notre santé. Voilà, il y va de notre santé. Il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Donc, tout le monde doit consommer local, ivoirien, sans des produits chimiques. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Je vous en prie, Madame monsieur. Yapi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un mot de sport à présent avec un coup de projecteur sur le football féminin au Bénin. Si la sélection masculine se démarque, l'équipe féminine accuse quant à elle du retard. Les écureuils dames attendent des mesures fortes de la part du gouvernement. José Douglas. Elles représentent leur pays selon les moyens dont elles disposent. Le football féminin n'est pas mis au devant de la scène. Le travail se poursuit. Les écureuils dames en jaune rêvent de devenir des vedettes et briller dans le monde comme les Aziza Oshoala ou encore Martha ou Marie-Antoinette Katoto. À Saint-Denis, en région parisienne, Aude Djejissi, âgée seulement de 23 ans, attaquante, est en train de tenter une grande carrière. J'ai commencé le football depuis tout petite et je jouais à peu près avec mes grands frères. Quand j'étais petite, je suivais mes grands frères partout où ils allaient jouer. Et en 2012, il y a un coach qui est venu me regarder dans notre village. Il me dit, mais ce que tu as, si on te suit de près, tu peux devenir une grande footballeuse. J'ai dit, ok. Mes parents, ils n'étaient pas trop d'accord dès le début parce que pour eux, une fille ne doit pas jouer au football et tout. Mais après, quand ils ont vu que j'ai commencé à évoluer, ils ont compris finalement. Pour l'heure, elles sont 3 filles béninoises évoluées en Europe. Il s'agit de Noël Abamon, qui porte les couleurs de Tarascon, de Noël Amouzoun, à l'ES Paris 16e, et Aude Djejissi. Le football féminin est-il si loin des préoccupations des décideurs béninois? Les filles s'intéressent maintenant au foot au Bénin parce qu'avant, il n'y avait pas trop d'encouragement et tout. Mais maintenant, les filles, elles sont préoccupées par le football. Malgré qu'on n'est pas d'abord au haut niveau sur le continent africain. À noter que le championnat de D1 féminine au Bénin a démarré en décembre 2021 avec 18 clubs et des équipes en poule A. Par exemple, nous retrouvons Espoir FC de Cotonou, champion de titre, Elite AC de Parakou, Léopard FC d'Abomey, Phoenix FC de Boikron, Ouangou FC de Natsi-Tingou ou AS Lyon de Banté, Vigueur FC de Lokossa, AS Galaxy de Parakou, AS Gamia de Bangberike et dans la poule B, Samneli de Misserete, Ainovi FC de Porto Novo, Dynamique FC d'Abomey, Calavi, Gazelle FC de Évier,
4 équipes de Cotonou, Tigres FC, Blackstone, Naja FC et Flèche Noire Sporting, USMA de Djefa. Le Bénin a signé un partenariat avec la FIFA qui a permis de créer un tournoi scolaire en région. Et pour le compte des éliminatoires de la CAN féminine au Maroc, le Bénin a été éliminé au premier tour par le Burkina Faso, 2-1 à l'aller, 3-1 au retour. C'était en octobre 2021. L'espoir est permis pour sortir le football féminin béninois de sa léthargie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.